comment dire, un milieu médical qui se lance dans une enquête qui est une enquête, pour employer un mot commode, purement idéologique, qui n'a aucun intérêt, mais sinon qui est lié à ce thème de la dénatalité et de la mortalité, de la dénatalité et de la France, et donc ce fantasme de la dégénérescence de la population, mais qui n'a aucune valeur scientifique lorsque, surtout, on le compare à l'enquête extrêmement rigoureuse qu'a pu faire Snowden. Alors, pour finir, en Angleterre, il y a eu des lois de santé publique qui ont été toute une série des Salutary Acts. Il y en a un premier en 1848, mais qui prévoyait un certain nombre de mesures, mais ces mesures n'étaient pas contraignantes. En 1866, il y a le second Sanitary Act qui vraiment démarre la législation de santé publique en Angleterre, et cette loi de santé publique est extrêmement contraignante. Deux exemples, ce qu'elle prévoit à l'époque, la question c'est l'adduction d'eau. Donc, il est prévu que toutes les villes auraient une compagnie qui veillerait à alimenter l'eau, la ville en eau. Et il est fait obligation à tous les propriétaires de connecter les maisons à l'arrivée d'eau. Et si les propriétaires ne le font pas, c'est toujours le même processus. On leur donne un délai pour le faire. S'ils ne le font pas, ils ont une amende. Et s'ils ne le font toujours pas, à ce moment-là, les autorités sanitaires le font pour lui et prélèvent l'argent. Si une commune ne fait pas les travaux nécessaires pour l'adduction d'eau, même processus, les autorités font les travaux, disent à la commune de le faire. Si elle ne le fait pas dans un certain délai, les autorités sanitaires le font et lèvent des impôts elles-mêmes pour financer les travaux. Et troisième exemple que je prends, si une maison est une source d'infection, c'est-à-dire qu'il y a une épidémie, que ce soit de tuberculose ou que ce soit de fièvre typhoïde ou de quoi que ce soit d'autre, il est fait obligation aux propriétaires de désinfecter la maison, et même processus, s'il ne le fait pas, il est averti, il a un délai pour le faire. S'il ne le fait pas dans ce délai, il est mis à l'amende, et s'il ne le fait toujours pas, c'est les autorités sanitaires qui le font en prélevant l'argent sur ses revenus. Et si le propriétaire n'a pas l'argent suffisant pour faire la désinfection ou pour la connexion à l'adduction d'eau, à ce moment-là, c'est l'autorité sanitaire qui le finance sur ses propres ressources. Il y a donc des mesures extrêmement contraignantes, centralisées en Angleterre, qui sont tout à fait acceptées parce qu'il y a effectivement une légitimité du gouvernement anglais et contre laquelle que personne ne remet en cause. Alors, par exemple, mais qui ne veut pas dire que tout va pour le mieux dans le royaume des Deux Roses. La vaccination était obligatoire en Angleterre, mais à partir des années 1880, des ligues contre la vaccination obligatoire vont devenir de plus en plus influentes pour dire que c'est une affaire de liberté personnelle et individuelle, et que l'État habeas corpus, et que l'État n'avait pas à contraindre les gens à se faire vacciner. Ils vont l'emporter par lobbying au Parlement, et évidemment, il va y avoir une recrudescence de variole considérable en Grande-Bretagne.
Bretagne à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Néanmoins, tant que les mesures ont été contraignantes et centralisées, elles ont pu s'appliquer. Alors, les méthodes épidémiologiques anglaises ont été appliquées en France pour la fièvre typhoïde. Il y a des études faites par les médecins locaux, surtout Brouardel, qui est le patron de la médecine française dans la seconde moitié du dernier tiers du XIXe siècle, où ils arrivent à montrer comment les épidémies locales de fièvre typhoïde, la fièvre typhoïde est endémique, notamment au Havre. Et ils montrent comment il y a un malade arrive au Havre, ces déjections sont déversées sur un tas de fumier. Le tas de fumier est emporté par un paysan qui s'en sert comme fumure. Le virus, le vibrillion, filtre à travers la terre, rejoint la nappe phréatique qui alimente la ville, et l'eau polluée est bue, et il y a comme ça des phénomènes en boucle. Et pendant 20 ans, Brouardel et ses élèves vont faire une série d'études à chaque fois qu'il y a une épidémie de fièvre typhoïde localement en France. Ils vont montrer comment c'est toujours ce même phénomène qui se produit. Alors, pour lutter contre ce phénomène, ce que les médecins vont être obligés de faire, c'est qu'ils vont se lancer eux-mêmes dans la vie politique sous la Troisième République, et les médecins vont devenir la première catégorie socio-professionnelle représentée au Parlement. Néanmoins, ils vont devoir mener une campagne très longue pour faire passer des mesures de santé publique. La loi de 1902 n'arrivera qu'en 1902, donc après 30 ans de combat parlementaire. Et pour arriver à faire passer cette loi contre l'individualisme, le libéralisme qui est l'idéologie dominante, la France est un pays extrêmement libéral pour ce qui concerne les libertés individuelles au XIXe siècle, et extrêmement répressif sur les libertés collectives. Pas le droit d'association, pas le droit syndical, pas le droit de réunion. En revanche, on ne peut pas notamment appliquer la loi sur la limitation du travail des enfants, parce que l'autorité du père de famille est absolue, et on n'a pas le droit d'aller dans la maison d'un père de famille pour vérifier si son enfant est là, va à l'école ou pas. Donc, ça va leur prendre. Et pour pouvoir faire passer cette loi de santé publique, les médecins vont inventer une nouvelle idéologie qui est devenue l'idéologie de la République française et qui a toujours cours à l'heure actuelle, qui fait partie des connaissances du savoir tacite, il est aussi bien repris à droite qu'à gauche, c'est le solidarisme. L'idée est que si pour ce qui est des biens économiques, on peut imaginer que c'est chacun pour soi, pour ce qui est de la santé publique, ça ne peut pas être chacun pour soi, puisque les individus peuvent se contaminer les uns les autres, il n'y a pas de libre arbitre qui puisse valoir. Cette idéologie de la solidarité va s'amplifier dans la législation sur les mutuelles, sur les assurances, que ça va donner à la sécurité sociale, etc. Mais c'est donc un détour très compliqué, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Angleterre, les médecins vont s'appuyer sur l'appareil d'État pour imposer des mesures de santé publique qui vont s'avérer efficaces. En France, les médecins vont être obligés d'adopter une stratégie de contournement, inventer une idéologie et faire passer des lois qui, cela dit, ne seront pas beaucoup plus appliquées que les autres, faute, encore une fois, de légitimité de l'État central. Voilà. On peut projeter quelque chose. Pendant que vous préparez vos questions, je vais quand même vous montrer deux, trois choses.
On voit ou on ne voit pas? C'est un peu solide. C'est une invention la chaîne. Voilà, mesdames et messieurs, la pompe de Broad Street. Voilà. Et vous voyez le John Snow Pub juste à côté, les vainqueurs de Soho. Je vais la voir assez souvent quand même. Je peux vous montrer aussi ce qui est la première carte géographique épidémiologique, c'est celle de John Snow. Tous les jours, il faisait les rues de Soho avec un pasteur, un ami à lui, pendant l'épidémie de août 1854. Et chaque fois qu'il y avait un cas de mortalité signalé dans une maison, il faisait un petit carré comme ça. Et c'est comme ça qu'il a pu montrer qu'il y avait l'épicentre de l'épidémie qui était vraiment autour de cette pompe qu'il a convaincu le Conseil de la Santé de Londres de désactiver, avec exactement ce que disait Gérard, une épidémie. Donc la pompe est désactivée le 7 septembre, le 8, l'épidémie s'éteint très rapidement, mais il est vrai que depuis la fin août, elle était décroissante. Alors, pour lancer le débat, j'ai cette citation de Clémenceau en 1907. Les lois d'assistance, quelques dépenses qu'elles entraînent, ne rencontrent point d'opposition. Il en va tout autrement, il faut bien le dire, pour les lois d'hygiène comme notre loi de 1902. De celle-là, personne ne réclame la mise en vigueur, que dis-je, chacun s'ingénie à l'air paralysé. Alors ça, c'est une certaine tradition qui s'est perpétuée. Il semble qu'on soit très performant en France pour écrire des textes dont l'application, finalement, intéresse assez peu de gens. Ça fait partie de l'explication. Oui, général. Oui, j'en suis venu à me dire que finalement, en France, on a une utilisation de la loi tout à fait particulière. C'est-à-dire qu'il faut une loi pour prendre une mesure quelconque. On n'a pas le droit de prendre une mesure quelconque s'il n'y a pas une loi qui autorise à la prendre. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une loi qu'on est obligé de l'appliquer. Personne n'oblige, pour prendre un exemple trivial, une pervenche de mettre une contravention à quelqu'un qui est en stationnement interdit. Personne ne l'oblige. Si elle ne veut pas la mettre, elle la mettra. En revanche, la loi lui permet de le faire s'il est en contravention. Donc je crois que c'est ça l'utilisation. On fait beaucoup de lois au cas où on voudrait intervenir. Mais on n'est pas obligé d'intervenir. C'est l'idée que je me fais. C'est pour ça qu'on a... Alors qu'en Angleterre, il y a très peu de lois, c'est surtout une jurisprudence, mais effectivement, elles sont appliquées. Il faut mettre le micro un peu sur les filets. Voilà, il faut oublier ça. Avez-vous des questions à Gérard Jordan, mesdames et messieurs? Monsieur, je vous en prie, un micro à vous parvenir. Bravo pour votre exposé, monsieur. Est-ce qu'actuellement, il est obligatoire dans les distributions d'eau des villes françaises de mettre du chlore ou d'autres antiseptiques? Tout ceci parce que ça me remonte très en arrière dans les années précédant la guerre. J'étais au Maroc et à Casablanca, l'eau était très difficilement buable parce qu'elle contenait une quantité très forte de javel. Et lorsque on posait la question, on disait nous mettons beaucoup d'eau de javel parce que cela permet
de nettoyer et d'assainir les bidons avec lesquels les Marocaines venaient chercher l'eau à la fontaine. Et en parallèle avec ça, je voudrais vous citer dans les années 60, à Zermatt, en Suisse, il y a eu une coupure d'eau, j'y étais, il y a eu une coupure d'eau, et j'ai dit, tiens, ça va faire comme au Maroc, il va y avoir une typhoïde. Et en effet, il y a eu une petite épidémie de typhoïde et de jaune, de saleté comme ça, et les gens qui ont été atteints ont reçu un bon à valoir de séjour dans la ville. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire pour illustrer un petit peu. Alors, pour répondre brièvement à votre question, le Code de la santé publique met une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il y a des normes qui doivent être respectées pour que l'eau soit potable. Mais il n'y a pas d'obligation de moyens, c'est-à-dire que les maires et les entreprises sous-traitantes auxquelles il fait appel ont le choix des moyens permettant de délivrer aux consommateurs une eau qui doit respecter un certain nombre de critères. Sur le second point, vous avez raison, si je me souviens bien, enfin la pire des choses, c'est d'arrêter la distribution d'eau. Ça a été fait à Tours en 1988 à la suite d'un incendie qui avait forcé les pompiers à noyer une usine chimique. Un affluent de la Loire avait été pollué, puis la Loire, et la ville de Tours est alimentée en eau superficielle prélevée dans la Loire. Et le maire avait malencontreusement pris la décision d'arrêter les captages. Il a fallu 10 jours après la remise en service des captages et des tonnes de chlore injectées dans le réseau pour retrouver la potabilité. Dès que les réseaux stagnent, ça pullule. Les saletés viennent de l'extérieur dans une... Et puis, seul le flux permet de limiter la prolifération bactérienne, virale, parasitaire. D'autres questions? J'en ai une qui concerne le rôle des médecins. À cette époque-là. Parce que s'il est vrai que certains médecins se sont beaucoup battus et ont joué la carte politique pour se faire entendre, la notion que j'ai, je ne suis vraiment pas historien, c'est peut-être complètement fausse, c'est qu'en fait la majorité des médecins s'opposaient aux mesures d'hygiène publique. Est-ce que cette notion est exacte? Non, je crois que les